Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de la série pour créer un RPG sur Unity. Aujourd'hui, nous allons ajouter le système pour pouvoir frapper avec l'arme de notre personnage. On va aussi faire apparaître l'arme correspondante dans la main du personnage. Notre système d'armure est maintenant prêt à être utilisé. Nous pouvons aussi nous équiper d'armes, mais pour l'instant il n'est pas encore possible de les utiliser. Nous allons donc modifier le script Character Motor pour pouvoir attaquer avec notre arme, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons corriger un bug qui m'a été signalé énormément de fois. Pour le moment, la fonction de saut unique fonctionne bien. Seulement, lorsqu'on appuie sur la barre espace à plusieurs reprises, le personnage saute sans prendre en compte la présence ou non d'un sol. Nous allons régler ce problème très facilement. Commencer par ajouter un nouveau layer appelé Player. Normalement, vous devriez avoir plusieurs layers grisés. Donc chez moi, c'est le cas du troisième par exemple. Une fois ce nouveau layer créé, allez sur votre personnage et sélectionnez-le. Ouvrez ensuite le script Character Motor au niveau de la booléenne de saut et ajoutez Layer Mask 3. Le problème que nous avions est le fait que notre script détectait en permanence un collider, et ce dernier n'était autre que celui de notre joueur lui-même. Donc le joueur considérait qu'il était sur le sol même s'il ne l'était pas. Après cette petite modification, votre personnage ne devrait plus pouvoir se déplacer à l'infini sur l'axe Y. Passons maintenant au sujet principal de la vidéo. Ouvrez le script Character Motor et commencez par ajouter une variable publique et deux variables privées qui seront public float attack cooldown, private bool is attacking, private float current cooldown. Attack cooldown représente le délai entre chaque attaque. Is attacking permet de savoir si le personnage est actuellement en train d'attaquer, et Current Cooldown permet de savoir le temps restant avant de pouvoir attaquer à nouveau. Au bas de notre script, nous allons ajouter une nouvelle fonction attaque. À l'intérieur de cette dernière, nous allons ajouter is attacking true et une animation play attack. Cette fonction sera un petit peu modifiée par la suite. Pour l'instant, elle nous permet simplement de jouer l'animation d'attaque et d'empêcher le script de jouer les autres animations du personnage. Maintenant que tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à lier le système en ajoutant une gestion pour le cooldown. Au bas de la fonction update, nous allons ajouter deux conditions. La première sera if isAttacking est égal à true, alors le cooldown actuel est réduit par le temps. En gros, on va tout simplement baisser le cooldown au fur et à mesure que le temps passe. Puis, pour la deuxième condition, nous allons dire que si le current cooldown est inférieur ou égal à 0, alors le personnage pourra de nouveau attaquer et son état d'attaque va passer à false. Il n'est donc plus en train d'attaquer. Ajoutons maintenant if input.getKeyDown keycode.mouse0 attaque. Cette petite condition va en fait nous permettre d'attaquer avec le bouton gauche de la souris. Donc à chaque fois qu'on appuiera sur ce bouton, on va appeler la fonction d'attaque. Mais nous allons nous heurter à un problème. Nous demandons à Unity de jouer plusieurs animations en même temps. Nous assignons le clic gauche à l'animation d'attaque, mais on demande aussi à Unity de jouer l'animation idle en permanence. Le problème avec les animations dites legacy, donc celles qu'on utilise, c'est qu'il n'existe aucun système de priorité. Donc si deux animations sont appelées l'une après l'autre, c'est la dernière appelée qui va être jouée. On pourrait se dire que ça fonctionnerait sans problème, sauf que chez nous, le souci c'est que notre animation idle se trouve dans la fonction update, ce qui signifie qu'elle est appelée en permanence, sauf si nous nous déplaçons. Cela veut dire que si nous cliquons maintenant, notre personnage va commencer son animation, mais cette dernière va être quasi immédiatement coupée et remplacée par idle. Donc, nous allons devoir modifier un petit peu notre script. Commençons par enlever la dernière condition que nous avons ajoutée. Donc, if input getKeyDown mouse0 attaque. Il va maintenant falloir modifier les trois conditions permettant de jouer des animations, donc avancer, reculer et idle. Dans chacune de ces conditions, nous allons vérifier si notre personnage est en train d'attaquer avec if isAttacking. Si ce n'est pas le cas, alors on joue l'animation habituelle. En revanche, si le joueur décide d'appuyer sur le clic gauche, alors nous allons appeler notre fonction d'attaque. La booléenne isAttacking passera à true. Et donc notre animation habituelle ne se jouera plus. C'est l'animation d'attaque qui prendra la main. Une fois l'animation d'attaque terminée, notre script reviendra tout simplement à la normale. Je suis parti du principe que notre personnage ne peut pas attaquer lorsqu'il sprint.
On aurait pu le faire sans problème avec exactement le même système. Le souci n'est pas au niveau du système, mais plutôt au niveau graphique. En fait, nous n'avons pas d'animation adéquate pour l'attaque de course. Si vous souhaitez quand même ajouter cette fonctionnalité, le principe est exactement le même. Il faut donc un petit peu modifier la structure de la condition de sprint. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, la partie que j'appellerai graphique. Vous avez sans doute remarqué que l'arme que possède notre personnage lorsqu'il attaque n'est pas celle qu'on a téléchargée précédemment. Que vous ayez choisi la même asset que moi ou une autre, l'arme portée et utilisée pour les attaques n'est pas celle qui correspond. Donc nous allons ajouter un petit système permettant de détecter l'ID de l'arme équipée, puis grâce à cet ID, nous activerons l'arme que nous voulons dans la main du personnage. Avant de passer à la suite, je tiens à préciser plusieurs choses. Comme je l'ai dit plus tôt, le système d'animation actuel n'est pas des plus optimisés, ce qui signifie qu'il sera fort probablement reconstruit par la suite, et en ce qui concerne le petit système que nous allons ajouter dans un instant, il sera lui aussi fort probablement modifié dans les prochains épisodes. J'ai essayé de faire quelque chose de simple et d'optimisé pour le début, mais le système de liste de Unity n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Le but pour le moment est de créer le moteur et les bases de notre jeu. Nous ajouterons et surtout modifierons encore beaucoup de choses dans des épisodes spéciaux optimisation plus tard dans la série. Commençons par la partie visuelle. Dans votre personnage, cliquez sur Geo Sword. Puis à l'intérieur du component Skinned Mesh Renderer, cliquez sur BIP01R End. Cet objet correspond en fait à la main droite de notre personnage. Maintenant vient la partie un petit peu désagréable. Il va falloir glisser vos armes dans la scène et les placer dans la main de votre personnage. Du fait de sa posture, ce n'est pas très facile de les placer et il faudra faire quelques tests afin de s'assurer que l'arme soit bien dans la main de notre personnage. Essayez donc de placer l'arme et faites-en ensuite un enfant de BIP01R End. Je vais profiter de ce petit moment qui va être un petit peu long et peut-être un petit peu désagréable pour vous parler un petit peu en direct. Donc voilà, là je n'ai plus mon script sous les yeux. Et donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, mon arme, lorsque je l'ai glissée dans la scène, donc on parle bien de la préfab uniquement visuelle de l'arme, on ne parle pas de l'item qu'on peut ramasser. Donc c'est ce qu'on avait dit, on a deux versions de l'arme, une qui est uniquement visuelle que notre personnage aura dans la main, et une autre qu'on pourra ramasser au sol. Donc ce n'est pas exactement la même préfab, surtout pas, parce que sinon on risque d'avoir pas mal de soucis. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, l'arme de base de notre personnage dépasse un petit peu, comme je l'ai expliqué, dans la partie supérieure gauche de son corps. Donc on voit la pointe de l'épée qui ressort, et donc vous allez pouvoir vous baser là-dessus. Petite ou même très grande astuce auquel je n'avais pas pensé directement quand j'ai commencé à placer l'arme, c'est que vous pouvez désactiver l'objet qui s'appelle Geo Gold. En fait, ça correspond à une partie de l'armure de notre personnage, notamment le buste, ce qui va faire que on va désactiver en fait la partie graphique du buste et on verra juste à l'intérieur l'épée, et il y aura juste en fait à l'adapter, à placer votre nouvelle arme exactement sur cette épée. Donc voilà, essayez de bien mettre le manche sur le manche. Si l'arme dépasse et elle est bien plus grande que l'épée de base, c'est pas très grave, vous allez le voir après. Je vais donc refaire un exemple un petit peu plus tard dans cette vidéo avec un katana, donc une arme qui sera quand même bien plus longue que l'épée que je suis en train d'ajouter, et vous verrez que voilà, le résultat y sera. Voilà, donc je voulais pas trop accélérer cette partie, vous l'avez remarqué depuis le début de cette série, j'accélère pas mal de moments, notamment les écritures de script, ou vraiment quand un moment est trop long. Là, comme je l'ai dit, cette partie est un petit peu plus longue, un petit peu plus désagréable, alors je voulais pas l'accélérer vraiment à fond parce que ça vous aurait pas du tout aidé. Et donc voilà, j'espère que ce petit enregistrement audio, ces petits conseils vous ont permis de placer votre arme un petit peu mieux. Comme je l'ai dit, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous avez déjà une arme qui est placée de base, et vous avez juste à vous baser sur celle-là. Retournez ensuite sur GeoSword et désactivez le Mesh Renderer afin de désactiver l'arme de base. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à lancer le jeu et à voir le résultat. Si votre arme est bien prise en main par le personnage, alors vous n'avez rien à modifier. Il ne vous reste plus qu'à désactiver l'objet et supprimer ses components non visuels. Donc, ne laissez que le renderer, le matériel, etc. Il ne vous reste plus qu'à réitérer l'étape pour chacune de vos armes. Donc chacune de vos armes correspondront à un objet dans la main de votre personnage. Et c'est cet objet qui sera uniquement visuel que nous activerons afin d'afficher l'arme.
Si l'arme n'est pas bien placée de votre côté, il faut retourner à l'étape précédente et jouer avec la position et la rotation de l'arme pour mieux la placer. Comme je l'ai dit, ça peut prendre un certain temps, mais plus vous passerez de temps là-dessus, mieux votre arme sera placée et mieux ce sera pour l'expérience de jeu. Si par malheur votre arme ne se déplace pas dans la main du personnage, c'est que vous avez probablement oublié de la transformer en un enfant de la main. Donc glissez simplement l'objet, comme je l'ai indiqué un petit peu plus tôt, sur la main droite du personnage. Une fois notre ou nos armes ajoutées, créons un script du nom de checkWeapon. Comme son nom l'indique, ce script nous permettra de vérifier qu'une arme est bien équipée. Si c'est le cas, nous récupérons l'idée de cette arme pour activer l'arme correspondante dans la main du personnage. Je vais un petit peu maintenant vous expliquer ce fameux script, sans trop rentrer dans les détails vu que j'ai ajouté quand même pas mal de commentaires. Le but va être de récupérer l'idée de l'arme actuelle, et on va stocker cette idée dans une variable privée appelée weaponID, de type int, parce que chaque arme possède un ID qui correspond en fait à un nombre sans virgule. Nous allons aussi créer une deuxième variable qui sera une liste appelée weaponList. Comme son nom l'indique, cette liste va en fait contenir toutes les armes, mais nous y reviendrons dans un instant. Dans la fonction update, on va en fait vérifier en permanence si l'objet qui possède ce script a un enfant. En fait, vu que ce script se trouvera sur le slot de l'arme, ça lui permettra de vérifier si une arme est ajoutée dans le slot. À chaque fois qu'on ajoute une arme dans la main de notre personnage depuis notre inventaire, lorsqu'on glisse une arme dans le slot correspondant, un enfant va apparaître sur l'objet du slot. Et donc cette petite condition de la fonction update va nous permettre de vérifier s'il y a un enfant. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une arme en main, sinon c'est qu'il n'y en a pas. Donc s'il y a au moins un enfant, nous allons lire cette ligne et stocker l'idée de l'arme actuelle dans weaponID. S'il n'y en a pas, alors weaponID sera tout simplement vide. Puis, en ce qui concerne ce dernier bloc, avec cette condition qui peut paraître un petit peu bizarre, on va y revenir dans un instant. Ajoutez maintenant ce script sur le slot correspondant aux armes, celui donc en bas à gauche. Le but de ce script est simple, même si ce n'est pas l'impression qu'il donne. Le but est donc d'avoir une liste qui contient toutes les armes se trouvant dans la main de notre joueur. Donc, celle que nous venons d'ajouter à l'étape précédente, uniquement le visuel. Si comme moi, votre liste n'apparaît pas directement dans l'inspector, il faudra retourner dans ce script et ajouter le petit mot-clé Serialize Field, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Il se peut que votre liste apparaisse dans l'inspector même si vous n'avez pas ajouté ce petit mot-clé. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi c'est dû, dans mes tests je n'ai pas eu besoin de l'ajouter, mais dans le projet que j'utilise pour vous montrer, pour faire ce tuto, j'ai eu besoin de le mettre. Donc, dans le doute, ajoutez-le quand même. Cette petite expression est normalement faite pour faire apparaître justement les variables dans l'inspector. Sauf que de base, les variables publiques sont censées s'afficher dans l'inspector de base. Seulement comme je vous l'ai dit, les listes fonctionnent d'une manière un petit peu particulière sur Unity, donc dans le doute, ajoutez bien cette petite expression. Il va maintenant falloir incrémenter la liste pour chacune des armes que vous avez. Dans mon exemple, pour l'instant je n'en ai qu'une, donc je vais mettre la taille de la liste à 1 et je vais glisser dans le slot qui apparaît l'arme que nous avons ajoutée dans la main de notre personnage à l'étape précédente. Nous allons ensuite lier chaque arme se trouvant dans la main du personnage à son équivalent en base de données grâce à un bloc de conditions. Le script peut porter à confusion car on pourrait dire que chaque arme possède maintenant deux ID, un en base de données et un dans la liste des armes de la main, donc les objets visuels. J'ai dit qu'on pourrait dire que chaque arme possède deux ID, mais en réalité ce n'est pas un ID mais un index. C'est comme ça qu'on appelle ça dans une liste. C'est pas exactement la même chose mais ça se rapproche. Mon épée devrait, tout comme vous, avoir l'ID 1 dans la base de données, c'est le premier item qu'on a ajouté. Mais les listes commencent à l'index 0. C'est-à-dire que dans la base de données, mon arme a bien l'ID 1, mais dans la liste des armes ici, elle a l'ID 0. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit la condition suivante dans le script checkWeapon. Nous avons ici l'ID de l'arme dans la base de données, et ici, ici et là, nous avons l'index de l'arme de notre liste, donc 0, car elle se trouve dans le premier champ, et je vous rappelle que le premier élément d'une liste ne possède pas l'index 1, mais l'index 0. Comme indiqué dans le script, ce bloc avec if weaponID égale x et transform.childCount supérieur à 0 correspond à l'une de nos armes. Il faudra copier ce bloc en remplaçant l'ID de weaponID
par l'ID de l'arme dans la base de données et il faudra modifier les i égale 0 par l'index de l'arme dans la liste. En gros, ce bloc correspond à une seule arme, et pour chacune des armes de votre jeu, il faudra le copier-coller en modifiant les différentes valeurs. Je vais reprendre un exemple pour être sûr que tout le monde comprenne bien. C'est vrai que ce système peut un petit peu porter à confusion, donc je vais passer un petit peu plus de temps dessus. J'ai actuellement 3 objets dans ma base de données, sans compter l'élément 0. J'ai l'épée en fer et les 2 morceaux d'armure. L'un que j'ai ajouté avec vous à l'épisode 5 et un autre que j'ai ajouté en off, en suivant la même technique. Imaginons que je veuille ajouter une arme, je vais donc suivre les étapes des épisodes précédents, donc remplir tous les champs en base de données, incrémenter l'ID de 1, donc ici je vais lui mettre l'ID 4. Une fois l'item prêt, j'irai ajouter la préfab correspondante dans la main du personnage, comme nous l'avons fait juste avant. Une fois que l'arme est bien placée, je vais simplement désactiver l'objet pour qu'on ne le voit pas, puis j'ajouterai un nouveau champ dans le script se trouvant sur le slot d'arme pour y glisser ma nouvelle arme se trouvant dans la main du joueur. J'ouvre ensuite le script, je copie-colle le bloc de conditions dont je vous parlais avant et j'ajuste les paramètres. Donc Weapon ID deviendra égal 4 et je remplacerai les 3 0 par un 1. J'ai eu un petit oubli lorsque j'ai écrit ce script pour la première fois, lorsque j'ai écrit le premier bloc de conditions, c'est que j'ai oublié de remplacer ce i ici par le numéro de l'arme dans la liste. Vous allez vous rendre compte d'autre chose, c'est que si on essaie le script maintenant, on pourra bien s'équiper de l'arme et l'arme apparaîtra bien dans la main du personnage. En revanche, le problème c'est que lorsqu'on déséquipe l'arme de l'inventaire, l'arme ne se désactive pas, la partie visuelle ne se désactive pas. Donc je vais appliquer quelques petites modifications au script sur lequel on est en train de travailler pour faire en sorte que ce système fonctionne de la bonne manière. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout en haut de la fonction update, après le if transform.childCount supérieur à 0, on va en fait simplement ajouter un else, donc on va dire que si il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'enfant à l'objet qui possède ce script, on va dire que weapon ID est égal à 0. Je vous rappelle que 0, ça correspond à un élément qui n'existe pas vraiment, entre guillemets, dans notre base de données, c'est l'élément 0 qui ne correspond à aucun item. Et on va faire une petite boucle qui va en fait désactiver toutes les armes que l'on a dans la main du personnage. Donc pour être sûr, plutôt que de désactiver seulement celle qui est activée, on va faire une double vérification et on va tout désactiver. Ce petit changement va aussi nous permettre d'optimiser un petit peu les conditions, le bloc de conditions qu'on a pour chaque arme. Donc plutôt que d'avoir if i n'est pas égal à 0, alors on désactive l'arme et inversement on l'active. On va simplement dire que si i est égal à l'index de l'arme dans la liste, donc pour l'exemple avec l'épée en fer, donc notre tout premier item ça va être if i égale 0, alors on va tout simplement activer l'arme dans la liste qui correspond à i. Donc c'est en fait l'arme qui correspond à notre épée en fer. Donc voilà, on n'aura plus qu'une seule condition. En soi ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre les principes de la programmation et d'Unity. Je conçois que cet épisode n'est pas l'un des plus simples, mais cela fait partie intégrante du développement d'un jeu. Tout n'est pas facile. Une fois toutes ces étapes réalisées, vous devriez pouvoir lancer votre jeu, ramasser l'une de vos armes, vous en équiper, et lorsque votre personnage frappera, c'est l'arme que vous avez choisie qui devrait s'afficher dans la main de votre personnage. Le principe pour les armures est à peu près le même, mais je pense que nous l'aborderons ensemble dans un épisode à part entière. Pour l'instant, lorsque l'on attaque, notre personnage se contente de jouer une animation et de lancer un cooldown pour éviter que cette dernière ne se relance. Choisissez donc un cooldown si ce n'est pas déjà fait pour l'attaque de votre personnage. Avant de finir cet épisode, nous allons ajouter un raycast lors de l'attaque. Un raycast correspond à une simple ligne qui partira de notre personnage en direction de l'avant et elle aura une certaine distance. On en a déjà un petit peu parlé lorsqu'on a implanté la fonction de saut. Cette ligne va en fait nous permettre de détecter ce qui se trouve devant notre personnage et d'effectuer différentes actions en fonction du résultat. Pour l'instant, nous allons utiliser cette ligne pour attaquer des ennemis. Lors d'une attaque, cette ligne va apparaître, récupérer le ou les objets touchés. Si cet objet est un ennemi, alors nous lui enlèverons des points de vie. Si l'objet touché n'est pas un ennemi, alors aucune action ne sera effectuée. Ouvrez donc Character Motor et ajoutez une variable float en public du nom de attack range.
Comme son nom l'indique, cette variable nous permet de choisir la distance d'attaque du personnage. Nous allons maintenant modifier un petit peu notre fonction d'attaque dans Character Motor. Pour l'instant, le cooldown ne correspond qu'à l'animation, ce qui signifie que l'on peut spam-click pour multiplier les attaques. Commençons donc par ajouter une condition nous permettant d'attaquer uniquement si nous ne sommes pas déjà en train d'attaquer. Ajouter une variable locale RayCastHit qui nous permettra de récupérer l'objet touché, puis ajouter la condition suivante qui nous permettra de faire apparaître ce raycast. Je vais un peu détailler cette ligne pour que vous puissiez bien comprendre. Déjà on commence avec un if, parce qu'on veut réaliser une action si on touche un objet. On a ensuite physics.raycast pour dire à Unity que l'on veut tirer un trait, donc un raycast. On choisit ensuite le point de départ de cette ligne. Ici on part de transform.position qui correspond en fait à l'objet possédant ce script, donc notre joueur. Seulement, vous pouvez voir que j'ai ajouté plus vector3.up multiplié par 0,25. En fait, vu que ce raycast nous permet d'attaquer, il faut qu'il parte depuis le corps de notre personnage. Donc je m'explique. Si le raycast part de trop haut, par exemple depuis la tête du personnage, vous risquez de ne pas pouvoir toucher un ennemi qui serait plus petit que votre personnage. Autre exemple, si votre personnage se trouve un peu en hauteur, il risque de ne pas pouvoir toucher un ennemi, qui ferait la même taille que lui par exemple. Maintenant, si votre raycast est trop bas, qu'il part depuis les pieds de votre personnage, on fait face au même problème. Si votre ennemi est un petit peu en hauteur, même très légèrement, ou que le terrain est un peu accidenté, alors il ne sera pas possible d'attaquer l'ennemi. Le but est donc de faire partir le raycast depuis à peu près le buste de votre personnage. Je vous recommande de le faire partir soit des abdomens, soit du thorax de votre personnage. Revenons à cette expression plus vector3.up multiplié par 0,25f. Selon les modifications effectuées au personnage, il est fort possible que le raycast parte des pieds de votre personnage par défaut. Donc, en fait, ce que fait cette expression, c'est qu'elle va simplement remonter le point de départ de 0,25 sur l'axe Y. L'expression transform.transform direction vector3 forward représente simplement la direction dans laquelle le raycast part. Ici, forward c'est littéralement devant, donc on va en fait attaquer devant nous. OutHit représente la variable hit que l'on a créée un peu plus tôt. Elle permet de récupérer l'objet touché. AttackRange représente la longueur de notre raycast. C'est simplement la variable que l'on a créée un peu plus tôt. L'unique ligne se trouvant dans cette condition est la suivante. Cette ligne n'a d'autre but que d'afficher notre raycast. Il faut savoir que les raycasts ne sont pas affichés de base, c'est la raison pour laquelle on les appelle aussi des lignes imaginaires. Il existe deux façons d'afficher les raycasts, avec debug.drawRay ou debug.drawLine. En toute logique, nous devrions utiliser debug.drawRay, vu qu'on a un raycast. Mais pour être honnête avec vous, et beaucoup de développeurs me rejoindront là-dessus, les raycasts sur Unity sont de vraies usines à gaz. C'est compliqué pour au final pas grand chose. Donc, nous allons simplement utiliser drawLine, qui aura quasi le même résultat que drawRay, mais qui sera beaucoup plus simple à mettre en place. On fait donc partir l'affichage depuis la position actuelle, plus une éventuelle modification sur l'axe Y pour pallier aux éventuels problèmes dont j'ai parlé avant au niveau de la taille du personnage. La fin de la ligne se trouve sur l'objet touché et la ligne sera affichée en rouge. On ferme notre condition et on n'oublie pas de mettre isAttacking sur true juste après. Cela nous permettra d'utiliser le cooldown pour les animations, mais aussi pour le raycast. Maintenant, vous pouvez retourner sur Unity, choisissez une distance d'attaque dans Attack Range, donc la variable se trouvant sur Character Motor, séparez l'onglet Game et Scène, ce qui nous intéresse c'est surtout la scène. Lancez votre jeu puis faites en sorte d'apercevoir votre personnage depuis cet onglet. Allez ensuite sur l'onglet Game et effectuez des clics. Vous devriez apercevoir une ligne rouge lors de chaque attaque. Après réflexion, je me suis dit que ce système n'était clairement pas le meilleur. Rentrer une valeur en dur comme ça peut être très embêtant pour l'adaptation de la suite de la série. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va retourner sur Unity, on va créer un nouvel objet qu'on va appeler RayHit. On va le placer au niveau du torse de notre personnage, donc à peu près à l'endroit duquel doit partir le raycast. Une fois qu'il est placé, on le met bien en enfant de notre personnage pour qu'il reste toujours au même endroit. Puis dans le script, nous allons créer une variable RayHit qui correspond justement à cet objet, que l'on peut mettre en privé, et dans la fonction start, on va justement assigner cette variable RayHit à l'objet RayHit. Puis, plutôt que d'utiliser transform.position, plus vector, multiplié 0,25, etc.,
On va tout simplement remplacer ça par rayHit.transform.position. Ce qui va se passer maintenant, c'est que le système est exactement le même, sauf que notre raycast va partir de l'objet que nous venons de créer qui s'appelle rayHit. Ce sera beaucoup plus simple que de rentrer des valeurs en dur. Si vous essayez le système maintenant, vous allez vite vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. En fait, ce qui se passe, c'est que le raycast n'apparaît que à une condition, c'est qu'il touche quelque chose, d'où le if dans le script. Donc si vous vous mettez face à un mur ou face à n'importe quel objet en face de cet objet rayHit que l'on vient de créer et que vous cliquez, alors votre raycast va apparaître, donc il y aura une ligne rouge qui apparaîtra selon la distance que vous lui avez assignée. Donc dans attack range, il faut bien évidemment mettre une valeur, hein, c'est très important. Si vous laissez à 0, votre personnage ne pourra jamais frapper. Donc si vous essayez et que vous remarquez que même face à un mur ou à quelques mètres d'un mur, votre ligne n'apparaît pas, c'est que vous avez oublié de mettre attack range à une valeur supérieure à 0. C'est à vous de choisir cette attack range, hein, donc cette distance d'attaque. Essayez de mettre quelque chose de pas trop grand, mais essayez de mettre quelque chose de ne pas trop peu élevé. Il faut quand même qu'on puisse frapper nos ennemis sans être collé à eux. Bien évidemment, vous pourrez modifier cette valeur plus tard si nécessaire. Vous l'avez probablement remarqué, j'ai ajouté un petit commentaire à l'intérieur de ce raycast, qui est en fait if hit.transform.tag égale test, print hit.transform.name plus detected. En fait, cette petite condition nous permet de vérifier si le raycast fonctionne, et si on touche un objet qui possède le tag test, alors on va afficher son nom dans la console. Vous pouvez essayer cette petite condition, donc enlever simplement le commentaire, ajouter le tag test à un objet, vous pouvez ajouter n'importe quoi, hein, je vous conseille de mettre un cube tout simplement, et ensuite vous allez pouvoir ajouter le tag test à votre objet, donc à votre cube, puis vous allez pouvoir simplement lancer le jeu et vous allez pouvoir essayer de frapper ce cube. Logiquement, dans la console, vous devriez avoir un petit message qui vous dit que le nom de l'objet a été détecté. Si ce petit test fonctionne de votre côté, alors c'est parfait, vous avez bien suivi cet épisode.